la mutuelle nationale territoriale, puisque le tiers-lieu prévu n'est pas encore ouvert, c'est ça? Enfin, Léo pourra nous en dire plus dans un moment. Voilà, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue au titre du RTES, donc du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui co-organise ce club des collectivités avec donc la CRES Léodira Hameau et avec l'Association des maires d'Île-de-France. Je ne sais pas, Guillaume, si tu veux dire un mot. Voilà, en tout cas, dans la salle, on a donc Guillaume Saillot qui travaille au sein de l'Association des maires d'Île-de-France, qui est le partenaire de ce club des collectivités locales. Donc, le sujet du club aujourd'hui, c'est donc comment, connaître et mobiliser les acteurs de son territoire. Donc, on aura une première intervention de Léo Voisin, donc, qui est en charge de l'Observatoire de l'économie sociale et solidaire au sein de la CRES Île-de-France. Et puis, donc ensuite, on aura une deuxième séquence avec des témoignages à la fois de chargés de mission de collectivités locales, donc avec Océane Héroux, chargée de mission économie sociale et solidaire à Pleine Commune, avec Cécile Tanguy, qui lui est là. Et ben, je vous invite à nous rejoindre à la tribune, qui est donc chargée de mission à Paris, Vallée de la Marne. Et puis, donc, on aura également une intervention d'Henri Bay de Insereco qui nous présentera. Et donc, l'idée de ce temps, alors même s'il y a une partie à distance, une partie en visio, mais c'est vraiment aussi d'être un peu un temps d'échange et de pouvoir aussi répondre aux questions que vous posez au sein des collectivités locales. Donc, on va essayer d'avoir des interventions assez courtes et puis à chaque point de pouvoir échanger avec vous qui êtes sur place. Donc, on a un micro qui va se balader et puis également à distance où vous pouvez poser vos questions via le chat et donc avec Pierre-Alain Simon, donc qui est au RTES, vous ne le voyez pas sur la caméra qui est juste à côté, mais donc Pierre-Alain Simon qui est donc derrière l'ordinateur et qui pourra être votre porte-parole pour poser les questions. Léo, je te propose de démarrer. Peut-être avec ce micro, ok. Bon, oui, allons-y. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc le club des collectivités, quand même, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à des questions que peuvent se poser les collectivités sur le développement de l'ESS et on essaye de construire les thématiques qu'on vous propose à partir des demandes que vous formulez quand vous vous inscrivez ou quand on vous rencontre. Et une demande qui revient beaucoup, c'est comment je fais pour connaître les acteurs de mon territoire, comment je fais pour avoir la liste des acteurs de mon territoire. Et du coup, on va un petit peu traiter ces questions-là aujourd'hui. À la fois pour vous donner un petit peu les grands leviers qu'on peut identifier sur cet aspect-là, mais aussi pour vous donner un peu les écueils à éviter qu'on a pu constater avec des collectivités qu'on a accompagnées ou des collectivités qui ont mis en place des choses et qui se sont rendus compte que ça marchait pas trop ou qu'il fallait qu'ils le réadaptent. Donc là, pour les collectivités qui n'auraient pas encore mis en place des choses, ça leur permettra d'éviter des erreurs qu'on peut prévoir en fait quand on entame ce genre de démarche. Il y a quand même une montée des demandes et des besoins sur cette question-là. Ça marque une volonté de plus en plus répandue de soutenir le développement de l'ESS. Donc, c'est quelque chose de plutôt positif. Et les collectivités contactent régulièrement la CRES, singulièrement l'Observatoire régional de l'ESS, dont je m'occupe, pour un appui pour mieux connaître les structures de leur territoire. Donc, pour vous présenter un petit peu ces différents leviers, moi, ce que je vais vous proposer, c'est cette introduction autour de 3 questions. La première, pourquoi connaître les structures de son territoire? Parce que, bon, après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître les structures pour développer une politique ESS?
La réponse est oui, mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'effectivement, il y a des choses qui font que c'est pas évident et que des collectivités qui essayent d'internaliser cette chose-là, des fois, ont du mal à le faire. Par où on peut commencer? Parce que la question qui se pose assez régulièrement, c'est par quoi on commence? Comment est-ce qu'on prend, par quel bout, en fait, on va prendre le problème? Voilà, donc on va pouvoir un peu traiter ces 3 questions-là de façon un peu détaillée et évidemment, à chaque fois, vous allez pouvoir, poser vos questions, partager vos expériences. L'objectif de ce club, c'est aussi qu'on puisse, avoir un moment un peu plus interactif, que les clubs précédents pour que, on puisse répondre à vos différentes questions. Alors à 16h30, on essaiera de terminer pour 16h30 pour que ceux et celles qui sont en présentiel et qui souhaitent rejoindre le lancement national du mois de l'ESS puissent le faire. Mais moi, je resterai pour que vous puissiez me poser directement les questions. Et puis si les intervenants sont encore là, ça sera aussi bien. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, si vous voulez un peu plus individuellement poser des questions. Et pour ceux et celles qui sont en ligne, voilà, n'hésitez pas non plus à nous contacter par mail. Par la suite, on vous répondra. Alors, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, sur la question pourquoi mieux connaître les acteurs de son territoire? Mieux connaître l'identité des structures, ça vous permet d'avoir des contacts, ça vous permet de les mobiliser. Et puis, ça vous permet de faire la différence avec des structures classiques. Ça, on y reviendra après, puisque ça va poser aussi la question des listes. Et vous allez voir que les listes, ce n'est pas forcément toujours évident. Il y a aussi la perspective du déploiement d'une politique publique. Ça peut être le développement économique, mais ça peut aussi être l'insertion, ça peut aussi être à peu près tous les volets des politiques que vous avez dans vos différentes collectivités. Là, l'ESS étant davantage conçu comme un moyen pour appuyer cette politique, et donc comme un volet d'une politique qui est préexistante. Ça peut être pour développer ses achats responsables. Les achats responsables, évidemment, si vous connaissez les structures locales que vous pouvez mobiliser, si vous connaissez leur offre, vous avez plus de capacité à les mobiliser quand vous lancez des marchés. Ça vous permet, quand vous avez une bonne connaissance de vos acteurs, de développer une politique spécifique de développement de l'ESS et de soutien à l'ESS localement. Donc tout ça, c'est déjà plein de bonnes raisons de le faire. Mais après, donc tout ce que je vous ai listé là, en fait, le petit piège dans mon intervention, c'est que tous ces besoins-là que je viens de lister, en fait, ça va recouper des choses assez différentes sur connaître les acteurs de votre territoire. Parce que là, on va le voir, sur les achats, on va plutôt être sur du sourcing et c'est quelque chose d'assez spécifique. Sur le déploiement d'une politique ESS, on va plus avoir besoin de connaître les caractéristiques des structures que leur identité individuelle. Voilà. Peut-être déjà à ce stade, on peut voir s'il y a quelques questions, s'il y a déjà des compléments ou des compléments. Oui, on peut. Si, je pas raison. Dans le gros, qui est juste. Non, en gros, il est juste pour capter le son. Mais non, mais c'est pour la visio. C'est pour la vision. Mais on en a. Est-ce que par sur place ou à distance, il y a d'autres raisons qui vous poussent à vouloir connaître les acteurs sur votre territoire très rapidement, enfin juste en complément, Léo a été assez complet là sur les différents points. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez ajouter ou préciser ou une question avant de voir pourquoi c'est compliqué et par où commencer? Non? À distance plus. Et bien, c'est parti. Alors, là, peut-être quelque chose
qui va être moins évident. Pourquoi c'est compliqué? Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que déjà, il faut savoir que le SS existe. Et souvent, c'est sûr, si vous voulez connaître vos acteurs, vous savez que le SS existe, mais peut-être que parmi vos élus ou parmi membres des services, tout le monde ne sait pas ce que c'est l'ESS et du coup, ça, c'est un gros frein pour bien définir les contours de ce que vous allez faire. Parce qu'en plus, la définition de l'ESS, elle n'est pas forcément claire pour tout le monde. On peut se dire, ah, tiens, l'économie sociale et solidaire, c'est une forme d'économie intéressante, mais pas avoir une idée très claire de ce que c'est, de ce que ça recoupe. Et ça bloque. Souvent, ça nous est déjà arrivé d'avoir des demandes où on nous demande, par exemple, de faire une liste des associations ESS pour faire la différence entre les associations qui relèvent de l'ESS et celles qui n'en relèvent pas. Or, toutes les associations, par définition, font partie de l'ESS. Donc ça fait partie des petits écueils qui, des fois, dans le premier cadrage, peuvent poser problème. Et du coup, dans la formulation des demandes, il y a parfois des erreurs dans l'approche générale de l'ESS qui font que, en fait, la demande n'est pas centrée sur l'ESS ou pas centrée sur l'ensemble de l'ESS ou sur les bons pans de l'ESS par rapport aux besoins qui est exprimé. Donc, par exemple, là, on peut avoir des collectivités qui nous font des demandes en considérant que l'ESS, il n'y a pas de lucrativité. Donc ça, voilà, c'est une des premières erreurs. Et donc, peut-être une des premières étapes avant même de lancer une démarche pour connaître les acteurs de son territoire, c'est déjà de se former, de se sensibiliser sur qu'est-ce que c'est l'ESS, qu'est-ce que ça recoupe, quelles sont ses caractéristiques. Alors, je suppose que vous êtes là, donc c'est pas trop le sujet pour vous, mais parmi vos collègues, parmi les autres élus qui sont pas forcément sensibilisés, c'est toujours une étape intéressante et surtout au début. Donc, pour rappel, je fais le rappel quand même, on ne sait jamais si un jour on nous regarde sur YouTube et qu'on veut avoir la définition. La loi de l'ESS définit l'ESS comme l'ensemble des mutuelles, l'ensemble des fondations, l'ensemble des associations, l'ensemble des coopératives, toutes liées à eux, donc l'insertion par l'activité économique, et les sociétés commerciales qui respectent les principes qui sont définis dans la loi ESS de 2014, donc lucrativité limitée, gouvernance démocratique et objet social. Voilà. Est-ce que toutes les associations sont dans l'ESS? Toutes les associations, employeuses ou non. Et c'est important de le rappeler. Souvent, dans nos chiffres, on va avoir uniquement les associations employeuses. Les associations non employeuses sont aussi des agents économiques. Donc, quand on fait du développement économique, évidemment, on va plutôt aller sur les associations employeuses. Mais les associations non employeuses sont aussi de l'économie sociale et solidaire. Donc, déjà, rien qu'avec ça, ça fait aussi un certain nombre de freins qui peuvent être levés au début des démarches. Oui. Du coup, Léo, attends, juste le micro parce que sinon, pour la captation. Bonjour, et le micro reste ensemble. Je pense que ce que tu dis, c'est totalement vrai. Alors, nous, on a la chance d'être un territoire 93, on va dire globalement plutôt bien doté structure de l'ESS, même s'il y a de fortes disparités sur notre territoire, et notamment à l'Est, où on a de plus en plus d'élus qui ont du mal qui viennent prendre le mandat, en fait, et qui ne comprennent pas, et ils ont du mal à faire la différence entre ce qui relève de la loi et ce qui relève de l'action politique, l'action publique que l'on porte en tant que territoire et eux en tant que ville. Du coup, on mobilise la CRES pour faire une formation des élus. C'est pas vraiment une question, mais honnêtement, pour avoir suivi une des formations de Sébastien, où j'ai moi-même appris des choses, alors que je fais partie des personnes qui travaillent depuis longtemps, je vous incite à mobiliser vos élus pour des temps courts d'1h30, 2 heures, sous un format très participatif et ludique pour y voir clair, parce que c'est difficile de pouvoir faire une feuille de route opérationnelle quand on n'arrive pas déjà à avoir une vision un peu claire, clarifiée de ce qu'est ce secteur
d'ailleurs par le secteur économique, c'est une façon d'en prévoir. Il y a souvent, quand on nous demande un diagnostic ou des choses comme ça, il y a dans le paquet des formations à destination des élus ou des services. Et ça, effectivement, c'est toujours utile de l'envisager. La deuxième difficulté que je voulais vous lister, c'est, alors là, je rentre plus dans l'aspect technique, observatoire, c'est que les données économiques sur l'ESS sont difficiles à traiter et que, alors, j'ai déjà vu des collectivités qui ont des services un peu spécifiques sur de la statistique économique et qui essayent par eux-mêmes de traiter des chiffres sur l'ESS. Et en général, c'est plutôt un échec. Pourquoi? Parce que en fait, l'ESS, c'est difficile à traiter statistiquement. C'est un périmètre qui est techniquement pas si difficile à définir puisque je vous ai déjà listé ce qu'il y a dans la loi. Mais pour obtenir les données auprès des fournisseurs de données, les bonnes données, savoir bien définir les périmètres, et surtout éviter le secret statistique, parce que si on applique exactement les mêmes secteurs d'activité que pour l'économie classique, on a du secret statistique de façon assez importante, ça demande en fait des connaissances techniques pour traiter ces données-là. Donc c'est pour ça que, c'est aussi pour ça que ces collectivités qui n'ont pas réussi à le faire ont fait appel à la CRES et à l'Observatoire pour pouvoir les appuyer là-dessus. Mais c'est vrai que quand vous avez besoin de traiter des choses sur l'ESS, c'est toujours bien de vous en référer alors à la CRES, mais plus largement au réseau qui existe, parce que c'est eux qui vont pouvoir vous aider à traiter les données et à les interpréter de la bonne façon pour que ça soit en fait utilisable et pas uniquement des données que vous n'allez pas pouvoir forcément valoriser. C'est la même chose pour les listes d'acteurs. Les listes d'acteurs, il y a quand même une difficulté, c'est que une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers de l'artisanat, ils ont une taxe affectée et ils ont du coup des données qui leur remontent. C'est pas le cas pour une CRES. Une CRES, c'est pas une chambre consulaire, c'est une association. Donc on n'a pas ces remontées de données-là, on n'a pas la possibilité de constituer des listes exhaustives et totalement fiabilisées. On se fonde sur des fichiers de l'INSEE. Mais du coup, on a des données qui sont relativement limitées sur les structures individuellement. Et alors, du coup, on n'a pas d'annuaire, on n'a pas de choses qu'on peut vous partager de façon totalement exhaustive. Ça, on va en reparler aussi, mais ça reste une difficulté. En tout cas, ça veut dire que vous avez besoin de vous appuyer sur l'expertise des réseaux. Et même là, quand vous avez besoin de listes d'acteurs, par exemple, vous avez besoin de vous appuyer sur les réseaux pour les contacter de façon efficace. Pas uniquement avoir une liste où vous allez envoyer à des adresses postales qui sont souvent des sièges sociaux qui, en fait, ne sont pas les lieux d'activité des structures. Voilà, là, quand vous avez besoin de ce type de démarche, il faut toujours pouvoir s'en référer au réseau. Voilà, peut-être là-dessus, je vais arrêter là. Est-ce que peut-être vous avez d'autres difficultés à partager ou des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer? Bon, je voulais juste pardon, vraiment que vous preniez le micro à chaque fois pour les personnes à distance. Bonjour à tous. Donc, Marie-Christine de Séville, territoire de Paris-Terre d'Envol sur 93 aussi. Bon, on occupé voisin d'Est Ensemble, mais assez sous-doté structure ESS. Donc, nous, on tente de résoudre les différents paramètres, les différentes problématiques que vous évoquez. À la fois, on a bien conscience qu'on va du coup lancer une mission d'appui au développement de l'ESS. Donc, laquelle le cabinet qui s'appelle Extracité nous accompagne avec la Grèce ici présente. Donc, on a effectivement tente d'ici les prochains mois, à la fois d'entrer dans une démarche de sensibilisation des élus, qui est importante. D'ailleurs, on s'aperçoit que ce n'est pas que les élus, mais qu'il y a aussi beaucoup à apprendre de la strate hiérarchique, même la plus élevée, puisqu'on avait eu récemment un côté de la mission avec une présence d'un EGA
DGS, du coup, qui a été très intéressé et qui a émis le souhait, effectivement, de sensibiliser ses homologues, donc élus et hiérarchie administrative, techniciens, bien sûr, c'est un ensemble, mais en tout cas pour les décisionnaires à ce niveau-là, et sur la statistique aussi, parce qu'on a effectivement, là aussi, sur la définition de l'ESS et sur le besoin d'identifier les acteurs de manière très qualitative pour définir l'objectif final, un plan local de développement de l'ESS, besoin avec l'appui du cabinet et de la CRES, d'aller chercher aussi l'information, de l'affiner par rapport à celle qui est à disposition, notamment au sein de l'Atlas métropolitain, qui est très très bien fait, mais qui est loin d'être suffisant pour avoir une démarche de qualité, de mobilisation et de fédérer, de développer ces activités sur notre secteur. Voilà. Donc, ce n'était pas des questions, du moins pour dire qu'effectivement, ces questions, on se les pose, elles se confortent et on essaie de trouver une solution avec les experts du domaine. Les réseaux dont le RTES, source aussi pour nous importante d'informations, pas assez connues encore des élus, et sur lequel il faudra encore peut-être qu'on trouve un moyen de vous associer à un atelier territorial. Je ne sais pas comment, mais on y réfléchira. Okay. Merci. C'est vrai parce que c'est tellement pour nous le partenaire. Et peut-être juste, avant de passer la parole au fond, une toute petite information par rapport à la question de la sensibilisation des DGS et des DGA, des collectivités locales. On est sollicité plutôt pour refaire une demi-journée de formation pour les DGS et les DGA avec le CNFPT Île-de-France, donc qui fait exactement la formation, mais en tout cas, ils organisent régulièrement 3 jours, je crois, pour les DGS et DGA sur la question de développement économique. On était intervenu il y a 2 fois déjà, et là, ils reprogramment une session. On pourra vous donner les dates, c'est en janvier, si ma mémoire est bonne. Oui, janvier-février. Janvier-février. Et c'est vrai que c'était vraiment très, très intéressant, les 2 dernières sessions, parce que c'est des personnes qui, globalement, quand même, ne connaissaient quasiment pas l'ESS. Donc, c'est 2 jours et demi, 3 jours sur le développement économique en général, donc avec des enjeux macro, enfin, il y a différentes approches, et il y a une demi-journée sur l'économie sociale et solidaire qu'on co-anime avec la CRES. On espère d'ici là leur donner envie. Il faut qu'ils savent, il faut que ça existe, il faut qu'ils aient envie. On enverra l'ensemble des participants les infos. Merci. Il y avait une... C'est moi de... Oui. Alors, pas du tout important pour ce qui vient de se dire, mais... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah oui. Donc, je suis Bertrand Vin, je suis le maire adjoint de la ville de Saint-Denis, en particulier sur l'ESS. Et donc, je voulais dire, justement, par rapport là, je m'aperçois beaucoup, vous êtes technicien administratif, de dire oui, les élus sont au courant. J'ai envie de donner un témoignage, pas inverse, mais un peu divergent. Il arrive aussi que des élus soient un peu au courant. Là, il y a Benjamin, qui fait partie de la RTES, qui est mon collègue à Saint-Denis, mais on peut être aussi en pointe comme élu. C'est-à-dire en pointe en allant sur le terrain, en voyant et en remontant, y compris auprès des services. C'est pour ça que c'est à double sens, hein, bien entendu, mais on peut aussi faire remonter. Moi, je reçois des personnes, je vais, non seulement je les reçois, je vais dans les structures, dans les ateliers, dans les bureaux, etc. On peut faire remonter. On a un maillage en tant qu'élu politique, on ne va pas confondre les rôles, mais qui peut être aussi important. C'est cette complémentarité, ce double sens sur lequel je voudrais insister. C'est aussi une implication des élus. On peut être, Benjamin est là, moi aussi, on est très impliqué aussi personnellement avant notre mandat. Hein. Je suis un tout nouvel élu de 2 ans, mais c'est des questions qui me portent à fond. On peut aussi être moteur. Hein, comme élu, on est là aussi pour donner les orientations, donner la dynamique aussi. Voilà, donc c'est pas toujours
Voilà, c'est une note un peu dissonante, mais je voulais dire que c'est pas toujours, et je vous comprends, je suis très content d'être là dans ce type de réunion où j'entends que vous êtes avant tout des techniciens, des administratifs, enfin, les responsables de services qui sont indispensables pour nous comme élus, hein, indispensables, enfin, voilà, mais que il y a des élus qui sont pas toujours à traite, qui peuvent, bon, qui ont besoin d'être formés. La preuve, je suis là. J'assisterai par exemple la semaine prochaine à une réunion sur les NFT et l'ESS. Question que je ne connais pas du tout. Et, la réunion sera sur mon territoire, mais je vais aller pour ça me former. En tout cas, voilà. Les élus peuvent être parfois aussi force d'entraînement et pas que boulet à traîner. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il y a d'autres élus dans la salle, hein. Philippe Lost. Par contre, je suis désolée, mais enfin, ouais, juste une petite intervention, mais il y a d'autres élus. Philippe? Bon, je n'en ai pas pour longtemps, mais effectivement, je rejoins le propos de mon collègue. Moi, je suis élu à Champigny-sur-Marne, nouvellement élu aussi. Voilà, donc ça veut dire que, en plus de l'ESS, je dirais, il y a une petite difficulté effectivement de prendre en main un mandat. Donc, ça, c'est voilà, il y a le temps d'adaptation. J'allais dire que même si dans le propos, effectivement, si les élus doivent être moteurs, évidemment, mais en fait, on a besoin de tout le monde. Et j'allais dire même, vous êtes adjoint du maire, hein, parce que c'est des sujets nouveaux. C'est pas pour donner critique, effectivement. Voilà, c'est une matière qui est nouvelle, qui est complexe. Je peux vous dire, juste, on est entre nous. Moi, je suis en charge de l'ESS, une délégation à part entière, et pas mélangée dans des 36 mandats. Et c'est quelque part une chance, mais aussi une difficulté, puisqu'en fait, moi, je me retrouve entre presque le marteau et l'enclume, puisque vous avez cité effectivement le périmètre de l'ESS, créé quelques dissensions, parce que derrière, quand on dit ESS et toutes les associations, ben, je trouve qu'il y a un adjoint aux associations. Et quand vous savez qu'à Champigny-sur-Marne, et je pense aussi dans le 93, la richesse des associations est une force, effectivement, comme développement de l'ESS, on est tous d'accord, mais il y a un adjoint à l'ESS, un adjoint aux associations, ce qui fait qu'en termes de positionnement politique, c'est pas simple. Et puis de l'autre côté, j'ai la partie insertion. Donc, il se trouve que je m'entends très bien avec tous ces adjoints. Mais il faut savoir que politiquement, c'est pas une façon, c'est pas compliqué, c'est pas simple entre guillemets aussi en tant qu'élu, parce que même si on a l'impulsion, vous savez, j'ai mis en place une impulsion assez forte sur le SS parce qu'on y croit et c'est quand même partagé. Et il y a effectivement les acteurs qui doivent être impliqués, notamment aussi par la strate des services, parce que bon, il se trouve que j'ai la chance d'avoir des services qui travaillent sur le SS, ce qui n'est pas le cas partout, on le sait. Mais en fait, il faut effectivement aussi sensibiliser au DGA, le DGS, bon, le DGS, voilà. Mais également, effectivement, un peu toutes les strates. C'est juste ça. La volonté, je peux vous dire, on l'a tous, mais on passe par effectivement une phase de diagnostic qui n'est pas simple. On a fait appel à la CRES de France pour le diagnostic. Voilà, il a fallu aussi travailler là-dessus, parce que malheureusement, il n'y a pas de données, effectivement, comme vous dites, simples à récupérer entre la partie associative qui peuvent être qualifiées de SS, entre les données qui viennent de la politique de la ville aussi, les données aussi du monde privé, puisque moi j'ai des entreprises qui se mettent en statut ESUS. Donc, est-ce que tout ça, effectivement, voilà, c'est cet après-midi le lancement, je pense qu'il y a la ministre qui sera là. Je pense que c'est quand même un besoin important, parce que sans diagnostic clair et fort, nous les élus, on peut avoir toute l'énergie du monde, toute la volonté du monde, on se retrouve quand même à des difficultés qu'on ne devrait pas avoir. Voilà. Merci beaucoup pour ce message, effectivement, besoin de tout le monde. Et je me souviens, c'est effectivement le couple élu-service dans les collectivités, quand ça fonctionne bien, c'est là où ça fonctionne bien. Et juste, je me permets aussi par rapport à la sensibilisation des élus, il y a le Salon des maires dans un mois, un peu plus d'un mois, de 23-24 novembre à Porte de Versailles. Il va y avoir cette année un espace, comme l'année dernière, mais encore plus important cette année, économie sociale et solidaire.
et avec plusieurs ateliers sur le sujet. Donc vraiment, on va essayer de faire un petit programme spécial ESS au sein de ce salon des maires, mais je vous invite vraiment en tant qu'élu à y aller, inciter aussi vos élus à y aller et à aller faire un tour dans cet espace économie sociale et solidaire du salon des maires. Ok. Juste pour répondre rapidement, les élus et les techniciens, en général, ceux qui lancent les démarches, ils sont à peu près au courant. Ils peuvent encore apprendre des choses, et on peut toujours apprendre des choses, même moi, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais en général, ils sont au courant. Par contre, je ne connais pas une collectivité où 100% des agents et 100% des élus sont sensibilisés à l'ESS. Et c'est là qu'il y a vraiment des marges qu'on peut aller chercher parce que toutes les politiques peuvent être infusées avec de l'ESS. Et c'est là que, en fait, quand les élus et quand les agents savent ce que c'est, savent qu'est-ce qu'ils peuvent mobiliser, c'est là qu'on peut vraiment déployer toute la puissance de ce mode d'entreprendre qui est quand même assez intéressant sur pas mal de sujets. Peut-être alors du coup la grande question, par où commencer? Par quoi on commence? Alors, si je me fie à mon sondage personnel, parce que ça fait 5 ans maintenant que je suis à l'Observatoire, quand une collectivité vient me voir, en général, il y a une chose qu'elle me demande en premier. Et je pense que si je vous posais la question, j'aurais pas mal de réponses de ce type-là. Ça serait la question des listes. Je voudrais une liste des structures ESS de mon territoire. Alors, c'est souvent une étape qui est perçue par les collectivités comme la première étape, quasiment l'étape indispensable pour pouvoir lancer quelque chose. Et alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans 90% des cas, quand on me demande une liste d'acteurs, ben, en fait, elle ne sert pas à grand-chose. Alors, pourquoi? Parce que déjà, une liste, ce n'est pas un annuaire. Un annuaire, ça vous permettrait de contacter les structures individuellement, de pouvoir les mobiliser directement. Et ça, aujourd'hui, l'annuaire complet de l'ESS, il n'existe pas pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de remontée directe de données. Et en plus, c'est un travail qui serait assez colossal sur de la mise à jour, des choses comme ça. Et il n'y a pas de moyens qui y sont affrétés. Donc, évidemment, pour le moment, les CRES sont absolument pas en capacité de faire ça. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que quand vous traitez avec une CCI, ça soit votre demande. Est-ce que vous pouvez me donner une liste de toutes les structures commerciales de mon territoire? Je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de très courant comme demande. Voilà. C'est quelque chose, là, on se dit, l'ESS, on a du mal à identifier ce qui est ESS, ce qui ne l'est pas. Du coup, on aimerait bien une liste. Bon, mais en fait, c'est peut-être pas la liste qui va vraiment vous permettre de le faire. En plus, une liste, c'est pas non plus un sourcing. Le sourcing, c'est ce qui vous permettrait d'utiliser cette liste pour du développement d'affaires, l'utiliser dans le cadre de vos marchés pour mobiliser les acteurs. Or, un sourcing, c'est pas juste une liste, c'est la liste des structures, mais aussi de leurs services, de leurs tarifs, de leurs liens les unes avec les autres, etc., etc. Et ça, bah, ce n'est pas une liste qui va vous permettre de le faire. Donc, ce n'est pas utilisable non plus dans le cadre des achats responsables si vous avez simplement la liste brute. Et puis, une liste telle qu'on peut les fournir de façon rapide, ça ne va pas vous permettre non plus de connaître les caractéristiques des structures. Ce n'est pas parce que vous connaissez la liste que vous allez savoir les caractéristiques en termes d'emploi, les caractéristiques en termes de secteur d'activité. Voilà. Donc, en fait, toutes les informations qui peuvent être utiles pour lancer une politique ESS, ce n'est pas une liste qui va vous permettre de l'avoir. Donc, ça, je le dis parce que c'est souvent la première erreur qui est faite quand on nous sollicite et qu'à chaque fois, du coup, bon, dans l'accompagnement, je détermine le besoin et en fait, en déterminant le besoin, je suis en capacité de vous dire, bon, en fait, ce n'est pas ça dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc, pour vous donner un petit peu
les premières étapes selon vos besoins. Si l'objectif, c'est de contacter les structures, à ce moment-là, c'est beaucoup plus efficace de passer par les réseaux, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que vous aurez des contacts qualifiés, donc vous saurez que vous aurez beaucoup plus d'informations en fait, sur les structures que vous contactez, et vous aurez des structures qui sont déjà insérées dans des collectifs, donc que vous aurez beaucoup moins de mal à mobiliser et qui vous fourniront beaucoup plus d'informations utiles pour déployer des politiques. Donc ça, c'est une première chose. Si l'objectif... Peut-être préciser les réseaux. Alors oui, les réseaux, donc la CRES, ça peut être un réseau, mais là, en l'occurrence, si l'objectif, c'est de contacter les structures, ça va être les réseaux d'insertion. Ça va être... Les réseaux d'insertion, on verra avec Insereco 93 un exemple de réseau à l'échelle départementale. Et il y a d'autres réseaux à l'échelle départementale que vous préciserez. À l'échelle régionale... À l'échelle régionale, ça sera le Graphi sur l'insertion. On aura l'URSCOP pour les coopératives. Vous avez les réseaux d'accompagnement, les dispositifs locaux d'accompagnement qui sont des ressources précieuses. Voilà, en fait, vous avez plein de choses. Si vous êtes dans la métropole du Grand Paris, il y a un annuaire qui a été produit par la CRES pour la métropole, donc qui devrait le mettre à disposition, un annuaire de tous les réseaux et acteurs ESS mobilisables quand vous souhaitez mettre en place une politique, voilà, avec des réseaux thématiques, des réseaux généralistes. Voilà. Donc, aussi par le cas des fonds territoriaux de France Active, qui sont aussi des sources importantes de connaissance des acteurs. Voilà, en fait, là-dessus, vous avez des relais locaux qui seront bien plus efficaces qu'une liste globale où en fait vous n'aurez pas assez d'informations pour bien contacter les structures. Si maintenant l'objectif c'est de connaître les caractéristiques spécifiques des structures parce que vous souhaitez savoir un peu où vous en êtes sur l'ESS dans votre territoire. À ce moment-là, on est plutôt sur une démarche de diagnostic. Ça, je vais détailler sur le diagnostic parce qu'il y a plusieurs possibilités selon les besoins. Si l'objectif, c'est de développer les achats responsables, dans ce cas-là, c'est un travail plus large qu'une liste, ça va être un sourcing. Et là, on verra avec Insereco, mais enfin voilà, c'est quelque chose qui va demander de répertorier les offres et de les qualifier. Donc, voilà. Tout ça pour vous redire, les listes sont souvent des fausses pistes et vous avez des vraies pistes que vous pouvez exploiter quand vous lancez les choses. Alors, pour détailler sur les diagnostics, on a vu tout à l'heure que selon les besoins, les modalités vont être différentes. Pour les diagnostics, en fait, vous allez avoir plusieurs choses. Si vous êtes une collectivité qui n'a pas lancé d'action sur l'ESS, qui débute réellement sur la question, qui a vraiment besoin d'être sur un point zéro, là, vous avez besoin plutôt d'un diagnostic quantitatif qui va vous permettre de connaître les caractéristiques globales de l'ESS sur votre territoire. Donc, il y avait une question tout à l'heure sur les sources de données. Donc, effectivement, ça va être des sources INSEE, mais pas uniquement que la base Sirène. Ça va être des fichiers de données. Alors, pour les gens, pour les aspects techniques, donc source Flores, source des déclarations sociales nominatives. Et on va travailler aussi sur des fichiers URSAF sur des échelles départementales. Donc là, en fait, ça va nous permettre de vous donner le contexte global. Ça va rester assez limité, c'est-à-dire que vous aurez des caractéristiques globales, vous aurez des spécificités locales, on va pouvoir analyser, vous dire, dans votre territoire, vous avez tel secteur d'activité qui est davantage représenté, ça peut s'expliquer par tel ou tel élément, mais vous n'aurez pas la finesse d'un travail qualitatif. Vous aurez quelque chose d'assez brut. Donc ça, c'est intéressant sur vraiment le tout début, parce que c'est aussi un outil de sensibilisation. Ça va vous permettre aussi de pouvoir peut-être casser des idées reçues, peut-être dire à des élus, démontrer qu'il y a beaucoup d'emplois, qu'il y a des secteurs d'activité où l'ESS est vraiment incontournable. Voilà, donc ça permet quand même de faire ce travail-là. Si par contre vous êtes dans une démarche
de construction d'une politique de feuille de route, comme c'est le cas à Terre d'Envol. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un travail qualitatif. Parce que le travail qualitatif, il va vous permettre de mesurer des choses qui ne sont pas quantifiables. L'ancrage territorial des structures, le degré de coopération entre elles. Voilà, enfin, il y a énormément de points comme ça qui ne sont pas mesurables par des chiffres et qui vont pouvoir s'étudier via du diagnostic qualitatif. Alors, qualitatif, c'est quoi? C'est par des entretiens, c'est par des focus group, c'est par la réunion des différents partenaires de réseaux divers et variés. Peut-être par rapport à ça, juste pour appuyer ce que tu indiques sur cet aspect de diagnostic qualitatif, construire une politique, c'est aussi pouvoir mobiliser les acteurs. Hein. Et donc, la démarche n'est pas simplement d'avoir une photographie à un moment donné, mais aussi comment est-ce qu'on peut mobiliser les acteurs et favoriser les espaces de concertation, d'échange entre la collectivité et les acteurs, d'où l'importance des diagnostics partagés entre collectivité et acteurs. Bien sûr. Alors après, la difficulté avec un diagnostic qualitatif, c'est que c'est plus cher parce que ça demande plus de temps. Parce que évidemment, entre traiter des données et les analyser et faire des entretiens, monter des focus group, les analyser, c'est pas le même travail, c'est pas le même temps de travail. Donc c'est beaucoup plus cher. Moi, ça m'est déjà arrivé que des collectivités me disent bon, on a 5 000 € à vous donner pour un diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous produire quelque chose? Et en discutant avec elles, on leur a dit non. Enfin, on leur a dit honnêtement, là, avec les moyens que vous mettez, ce qu'on va vous fournir ne va pas vous être utile. Vous connaissez déjà ce qu'on va vous fournir. Vous avez besoin d'un diagnostic plus qualitatif où, bon, c'est plus cher, mais au moins, ça vous donnera les données qui seront utiles pour votre besoin. Là, en l'occurrence, sur de la feuille de route ou sur de la définition de politique publique, on a besoin de choses un peu plus précises que ce qu'on peut avoir dans un diagnostic quantitatif. Voilà. Dans tous les cas, c'est ce que disait Anne-Laure, il est toujours utile de commencer par vous mettre en relation avec les différents réseaux, de vous rapprocher des structures que vous connaissez, de mobiliser aussi parmi vos collègues ceux qui peuvent être en contact avec des structures. Je pense aux maisons des associations, je pense à la politique de la ville. En fait, il y a plein de gens qui font de l'ESS sans forcément le conscientiser énormément. Voilà. Et ça, c'est des ressources parce qu'ils connaissent en fait les structures. Politique de la ville, bon, a priori, un chargé de mission politique de la ville, bon, il connaît les structures. Il est capable de vous dire ce que les unes et les autres peuvent faire. Voilà. Donc ça, c'est aussi des ressources que vous avez en interne que vous pouvez mobiliser. Et c'est intéressant dans le cadre de ces démarches-là de pouvoir le faire. J'en termine avec un petit mot qui est un peu pessimiste. Il n'y a pas de raccourci. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen qu'en 3 mois, vous connaissiez les acteurs ESS de votre territoire. C'est une politique qui se construit sur le long terme. Et ça, on va le voir aussi avec les interventions qui vont suivre. Tous les leviers que vous allez pouvoir mettre en place, c'est des leviers de long terme qui vont vous permettre d'agréger des informations et vous n'aurez jamais, en 2 mois, 3 mois, toutes les informations, toute la connaissance fine de votre territoire. Ça, c'est quelque chose qui s'acquiert en ayant un plan qui a été décliné sur plusieurs années, qui s'est fait et au bout de 4-5 ans, là, vous commencez à bien connaître vos acteurs et à vraiment pouvoir les mobiliser. Mais du coup, il faut commencer à un moment. Voilà. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que ça prend du temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait comment faire. C'est ce qu'on va vous détailler aussi dans la suite de la rencontre. Et puis, en attendant, si vous avez quelques questions, on est dispo. Merci. Si, c'est bon. Pardon, merci beaucoup Léo. Peut-être juste un tout petit point, si c'est difficile, c'est aussi parce que les acteurs du territoire eux-mêmes ne se reconnaissent pas forcément non plus comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire, et que là, il y a un rôle aussi important de la part de la collectivité locale pour faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs qui partagent aux côtés des réseaux type presse, mais pour
faire comprendre aussi aux acteurs qui partagent les mêmes façons de faire, des mêmes valeurs autour de l'économie sociale. Mais c'est vrai que si les acteurs spontanément se disaient l'ESS, ce serait sans aucun doute plus facile comme travail d'identification. Je compte préparer quelques questions si vous en avez, et on va tout de suite déposer juste après la parole à Cécile Tanguy. Donc Cécile Tanguy, vous êtes chargée de mission donc à Paris, Vallée de la Marne, nouvellement en poste depuis 3 mois, je crois, au sein de la collectivité. Quand vous êtes arrivé, comment est-ce que vous avez procédé, quelles sont un peu les questions que vous vous êtes posées, éventuellement les difficultés, puis les ressources que vous avez pu mobiliser ou les ressources que vous auriez aimé avoir à votre arrivée en poste? Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, donc je viens d'arriver début juillet à l'agglomération Paris de la Marne. Donc, c'est une agglomération qui représente 12 communes qui ont fusionné en 2016. Et je viens d'arriver aussi sur le territoire. Et comme c'est une création de poste, voilà, je n'avais aucune donnée. Il n'y avait pas des politiques qui ont été forcément mises en place avant. Donc, voilà, j'étais vraiment dans ces questionnements-là je ne connais pas le territoire, il faut que je connaisse les structures, les premières mouvances. Donc, j'ai essayé de me créer un peu, donc je suis encore dans cette phase-là de connaître les structures. Donc, je me suis fait un peu une feuille de route avec comment je peux contacter ces structures. Et aussi, j'ai contacté des personnes qui me donnaient des conseils pour connaître ces structures. Donc, il y avait 5 grandes façons que j'ai pu recenser. La première, c'était je reprends un peu ce qui est dit aussi, mais de regarder bien en interne. J'avais une collègue qui faisait par exemple le plan alimentaire territorial, qui avait déjà recensé tous les acteurs de l'ESS qui vont sur l'alimentation. Donc voilà, c'est une grosse partie qui est déjà faite. Ça peut être aussi aux politiques de la ville, les CCAS, etc., qui peuvent connaître les structures. Ensuite, c'était de me demander aux institutionnels, là je vais dire des points que je n'ai pas encore tout fait. Donc c'est contacter les régions, départements qui peuvent sur l'insertion, les différents chambres consulaires. Ensuite, comme je suis dans une interco, c'est aussi de se rapprocher des mairies. Ce qui est compliqué, c'est qu'elles n'ont pas forcément de référents ESS non plus. Donc, pour les contacter, voilà, on essaie d'un peu de passer par les référents PAT qu'on pouvait avoir. Et comme elles connaissent bien leur territoire, elles peuvent nous remonter certaines structures. Et donc aussi les maisons des associations des mairies. Ensuite, je me suis rapprochée des réseaux et fédérations. Donc, j'ai pris contact avec France Active, la CRES, et je suis toujours là en contact. Ils m'ont aussi donné des outils qui répertorient les différentes structures. Donc, il y avait par exemple la carte économique pour la transition sur l'économie circulaire, ReFashion qui va structurer sur le réemploi, le textile. Il y a Synacté sur le 77 qui répertorie les structures dans l'IAE. Il y a des fédérations d'insertion, le CORAS et Transiscope qui va être une carte interactive pour les AMAP. Et donc, il y a des structures qui revenaient un peu souvent. Donc, j'ai aussi rencontré, comme j'ai commencé avec Synacté sur l'IAE, j'ai rencontré les acteurs de l'IAE. Et donc, ces structures nous parlent aussi de structures qu'elles connaissent, avec qui elles sont en réseau, mais aussi c'est en les rencontrant que je peux connaître les autres structures de mon territoire. Et puis aussi l'agglomération, avant que j'arrive, était dans des démarches ESS par un PTCE. Donc, dans ces structures, il y a aussi des associations que j'ai pu rencontrer et avec qui je travaille depuis un petit moment. PTCE, peut-être, je sais pas, je pense que c'est un pôle territorial de coopération économique. Donc, ça lie à la fois les collectivités territoriales, des entreprises, des associations. C'est un peu tout le monde sur différentes thématiques. Et comme autre conseil, on m'a dit de ne pas hésiter à se faire aider pour avoir une étude, de s'abonner aux newsletters locales. Mais la seule difficulté que je trouve pour le moment, c'est être sur le côté entreprise, où j'ai un peu plus de mal à les identifier, à savoir vraiment ce que des fois, elles ne sont pas forcément ESUS, mais elles peuvent faire de l'ESS. Donc là, c'est peut-être aller regarder dans les comptes, etc., pour voir si elles font bien ce qu'elles disent dans les statuts. Ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, c'était un peu les grands points que j'ai pu relever. Merci beaucoup. Merci. Peut-être sur votre territoire, vous avez l'université qui est assez dynamique sur le sujet. Oui, est-ce qu'il y a des coopérations avec l'université, avec les étudiants chez une formation spécialisée sur l'économie sociale et solidaire? Donc, il y a la chaire ESS qui est bien sur ce sujet-là. Je viens d'ailleurs du master qui a fait l'économie sociale et solidaire.
Donc, on était en contact aussi avec les structures. Et après, ce qui peut être assez rigolo, c'est qu'il y a dans mon master, maintenant, les alternants sont dans les structures de mon territoire. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai pu les connaître. Mais c'est vrai que l'université a pu... mais c'est par le PTCE, donc on les connaît aussi par ce biais-là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des compléments dans la salle par rapport à la présentation aux différents contacts pris par Cécile? Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, d'autres idées ou d'autres témoignages ou des questions? Non, je ne sais pas, Léo, si tu as une réaction par rapport à ce qui a été présenté. Non, enfin, je pense qu'il y a des discussions qui doivent se faire. Je pense avec ma collègue qui s'occupe des territoires qui est dans la salle là-bas, Roxane, voilà. Donc c'est quelque chose. Nous, au niveau de la CRES, quand vous souhaitez vous engager justement sur ce type de démarche-là, on est à votre disposition pour vous fournir des ressources, pour vous accompagner. Justement, enfin, vous mettre en relation avec d'autres réseaux, des choses comme ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait sur plusieurs territoires et bon, où on est là pour ça en fait. Hein, voilà, ça fait partie de notre rôle. Merci. On va passer. N'hésitez pas si vous avez des questions à indiquer que vous souhaitez intervenir ou témoigner. On va passer sur un autre territoire, alors sur le territoire de Plaine Commune, donc on a quelques élus qui sont présents ici. Alors, qui est un territoire qui, pour le coup, a une politique ESS depuis longtemps, très longtemps, assez structurée, depuis une quinzaine d'années, je dirais. Même plus que ça. Et avec une densité d'acteurs et puis des élus qui ont effectivement aussi pour certains, un parcours, un engagement à côté dans l'économie sociale et solidaire. Alors, par rapport à ce territoire et à la politique de Plaine Commune, Océane, quelles sont un peu les démarches qui ont fait leurs preuves, hein. Et puis, je me disais aussi, comment est-ce que vous arrivez à repérer aussi des acteurs émergents? Parce que j'imagine que les acteurs qui sont là déjà depuis quelques années, forcément, voilà, ils sont en contact, mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'acteurs émergents qui, pareil, ne se reconnaissent pas forcément de l'ESS. Comment est-ce que vous faites pour être en permanence à l'affût et en lien avec ces acteurs? Alors, donc avant de répondre à cette, et notamment de présenter un outil qui effectivement pour moi est un moteur important de ce repérage et notamment d'acteurs émergents. Juste, c'est vrai que Plaine Commune, c'est un territoire qui œuvre sur ces questions depuis longtemps. Et donc, du coup, quand même, dans la démarche, donc là, c'est vrai que du coup, la temporalité peut paraître vertigineuse, du coup, mais à l'origine, donc, je sais que l'appel à projet ESS dont je vais vous parler existe depuis 2010. Et il est né suite à un premier travail qui était en fait un repérage de savoir-faire. Donc, il y avait une équipe qui s'appelait à l'époque, je crois, la mission Équal. C'était dans le cadre d'un projet européen, me semble-t-il. Et donc, c'est parti quand même de mais du coup, c'est vraiment les équipes elles-mêmes de Plaine Commune qui sont parties d'un repérage sur le territoire avec ce focus repérage de savoir-faire. Et ça a donné lieu ensuite à des temps collectifs d'acteurs, un événement qui petit à petit a grossi et s'appelle aujourd'hui la Foire des savoir-faire, est devenu vraiment un événement assez incontournable du territoire. Donc aujourd'hui, cet événement, il est chez nous, en tout cas dans notre fonctionnement, il est un peu dissocié du côté économie sociale et solidaire à proprement parler. Maintenant, on n'est plus dans les mêmes directions. Mais ça me paraît quand même important de rappeler ça et quelque part, on continue à œuvrer dans ce sens-là. Et donc, du coup, c'est dans ce travail-là et dans cette manière de faire qu'est né l'appel à projet ESS. Dans les spécificités, du coup, que je voulais vous présenter, et moi, ce qui m'a aussi marqué en arrivant, moi, ça fait 3 ans que j'ai rejoint la collectivité sur ce sujet. C'est vraiment une démarche, un process de co-construction permanente. C'est une instruction. Donc, en fait, bien sûr que c'est un outil de soutien financier aux acteurs. Donc, on a
un appel à projet avec une enveloppe qui aujourd'hui est relativement conséquente. On a 175 000 € cette année consacrés à l'ESS. Il y a également tout ce temps de... Je me suis perdue. Et donc, ce temps d'instruction partagé. Donc, on a un point qui est hyper fort, qui est une revue de projet. Nous, en tant que techniciens, donc aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes, avec une personne qui est vraiment plus particulièrement dédiée à cet appel à projet. On passe en revue les dossiers qui sont reçus, on fait un premier tri, mais qui est de l'ordre, voilà, on regarde ce qui est éligible et ce qui n'est pas éligible, et puis on analyse les dossiers, on met en avant les points par rapport aux différents critères qu'on a établis. Et après, c'est partagé de manière très large avec des acteurs, des techniciens des villes et de pleines communes qui sont sur différentes délégations. Bien sûr, quand il y a des techniciens dédiés à l'ESS, bien entendu, mais effectivement, ça va être la politique de la ville, ça peut être des personnes qui travaillent sur l'insertion, ça peut être des personnes qui travaillent sur l'écologie urbaine, ça peut être... voilà, c'est vraiment très large et c'est un réseau qui s'élargit au fil des années. Il y a les partenaires de l'accompagnement. Effectivement, ça, c'est un maillage, mais qui est incontournable et vraiment très riche. Et donc, du coup, on se retrouve à faire une revue de projet où on échange et on analyse les dossiers. Mais non seulement on analyse les dossiers, mais c'est un temps précieux de passage d'informations et donc, vraiment, cette manière, cette instruction collégiale, pour moi, elle est hyper intéressante et très, très riche. Et elle nous fait quelque part à la fois gagner du temps. Et c'est aussi des temps d'interconnaissance entre nous, interconnaissance et confiance. Parce que là, on est en train de parler d'instruction d'appel à projet. C'est des choses qui sont souvent en chambre. Et voilà, chacun a un petit peu son pré-gardé en général. Là, le fait de l'ouvrir, je pense qu'on travaille vraiment ces relations de confiance avec les partenaires. Et c'est aussi comme ça qu'on travaille avec les acteurs. Voilà, donc il y a aussi des partenaires, donc j'ai dit réseaux, les réseaux qui ont déjà été cités, les partenaires de l'accompagnement. On associe également quelques partenaires privés qui vont offrir des prêts annexes. Donc là, cette année, il y a par exemple la BNP, la Fondation Massif ou l'OFQJ, qui est l'organisation franco-québécoise et qui propose un temps d'échange pour des jeunes de moins de 25 ans. Voilà, ça peut être vraiment très, très large. Donc voilà, ça pour moi, c'est le point majeur. Il y a bien sûr, je l'ai rappelé, il y avait une équipe qui était directement dotée de plusieurs personnes avec un travail de terrain important et de rencontres directes avec les acteurs. Ça aussi, ça me paraît quelque chose de fondamental. Ça prend du temps. Mais voilà, c'est vrai que c'est ce que j'ai... À ma prise de poste, on m'a dit, voilà, effectivement, tu pourras faire une stratégie. Je suis plus le sujet alimentation, et l'écosystème alimentation et agriculture urbaine. En réalité, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai reculé mon temps de production écrite et de rapport et tout ça. Et mon rapport, je ne sais plus combien de temps j'ai mis à l'écrire, mais je voulais absolument vraiment prendre le temps, même si je connaissais déjà le territoire, de rencontrer, d'échanger, de bien comprendre les freins, de comprendre les métiers que ça recouvrait, de comprendre cette réalité. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas effectivement s'en passer. Les éléments aussi sur cet appel à projet qui me paraissent aussi importants, c'est bien sûr, donc il y a un temps d'instruction collégiale, là je l'ai dit, il y a bien sûr des temps aussi d'information, donc il y a plusieurs réunions où ma collègue Marianne vraiment prend le temps, va dans chaque ville et prend le temps d'expliquer tous les détails de l'appel à projet, etc. Rappelle également que nous sommes disponibles pour relire, pour accompagner, enfin voilà, que ce n'est pas quelque chose, une fois de plus, qui reste en chambre. Donc, ça aussi, c'est un travail spécifique, ça prend du temps, c'est vrai, mais c'est quand même essentiel et on est sur le fait de tisser ces liens de confiance également. Un élément, là, je rebondis aussi sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, bien sûr, les chiffres, et donc du coup, c'est là-dessus notamment. On est également alimenté par la CRES qui nous permet d'avoir une vision du territoire et des données qui servent nous plutôt à dire regardez quand même le territoire,
c'est quand même plus de 9000 salariés dans le SS, c'est quand même 800 structures. Enfin voilà, ça représente tant de pourcentage, c'est pas rien, ça permet de voilà, d'aider à sensibiliser effectivement, parce que ça c'est un temps important aussi qu'on a à prendre, et c'est des choses à faire. Et il y a un positionnement du coup là-dedans. On ne travaille pas, c'est vrai, avec l'ensemble donc là, il y a peut-être le côté donné sur tous les acteurs qui relèvent au sens de la loi de l'ESS, et un positionnement qui là pour le coup est politique, et puis qui s'est aussi tissé. Enfin, c'est une vision aussi, c'est un échange, la construction elle est aussi entre les techniciens et les politiques, hein. C'est des choses qui se sont tissées au fil du temps, et donc nous c'est vrai qu'il y avait cette dimension développement économique. Et du coup, forcément, donc, notre appel à projet est tourné vers les acteurs employeurs ou en passe de le devenir. Voilà, donc c'est vrai que ça donne un champ d'action, et c'est vrai que ce n'est pas la même chose de travailler dans cette direction que de le travailler vraiment purement sur la partie plus sociale, purement sociale ou purement solidaire. Donc ça, je pense que c'est important de se poser ces questions-là et de se positionner pour traiter efficacement ensuite et apporter des réponses efficaces aux acteurs. Voilà. Dans nos critères aussi, nous, on a vraiment pour ambition, au travers de l'appel à projet, de développer une économie endogène. Et donc, effectivement, là, c'est important pour nous de repérer les acteurs qui existent, certes, et de les accompagner, mais également des acteurs émergents. Et donc, du coup, c'est vraiment l'appel à projet et notre travail de terrain qui nous permet de vraiment essayer d'être au courant un maximum des projets qui se développent sur le territoire. Et c'est quand même une catégorie. Voilà, peut-être que je peux le... C'est vrai que c'est peut-être pas anecdotique. On a 3 catégories dans l'appel à projet. Une catégorie démarrage, une catégorie pour les structures qui ont moins de 3 ans, une catégorie développement et une catégorie coopération. Voilà, donc c'est vrai que là, on a vraiment, on peut soutenir à la fois du changement d'échelle ou des câbles de développement, mais aussi du démarrage avec ce petit point près, c'est un démarrage avec une première embauche. Voilà, donc ça cadre le... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des thématiques dans les appels à projets, par exemple, je ne sais pas si une année où vous dites autour des questions de petite enfance au hasard ou d'alimentation, est-ce qu'il y a des thématiques dans l'appel à projet ESS ou pas du tout? Alors, jusqu'à présent, il n'y en avait pas vraiment. Je ne sais pas si, voilà, c'est peut-être des choses qui sont réfléchies par la suite. Pour l'instant, on demandait effectivement en quoi, quelque part, c'est une manière de, en quoi les projets, puis ça fait partie de notre grille d'analyse, en quoi les projets s'inscrivent dans les politiques publiques territoriales. Voilà, donc ça permet de mettre en avant l'écologie circulaire, l'écologie autre, mais on ne réserve pas, voilà, nos catégories ne sont pas par thématique, elles sont vraiment par phase de développement ou coopération, en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des témoignages complémentaires dans la salle sur l'appel à projet? Juste pour qu'on puisse préciser là-dessus, par rapport à la connaissance des acteurs du territoire, l'appel à projet, à ton sens, ça apporte quoi? Est-ce que ça apporte autant aujourd'hui que ça apportait au début? Et comment est-ce que vous le valorisez derrière? Ouais, vas-y. Alors, il y a 2 On va leur donner la parole. Je coupe parce que je pense que ça va rebondir dans la fière. Je suis effectivement de l'équipe du RTES. Il se trouve que je suis également délégué à l'ESS voisin de Saint-Denis à l'île Saint-Denis. Comme c'est aussi mon travail, je le connais un peu. Et pour autant, moi, l'appel à projet de l'ESS, je me suis aussi posé la question, tiens, les thématiques, ça pourrait être intéressant. Et pour autant, in fine, j'y serais pas nécessairement favorable. Encore qu'on a pu avoir, je pense, l'an dernier, par exemple, des prix spéciaux qui attirent des initiatives. Il y avait un prix spécial sport, parce que c'est la dynamique géo. Et forcément, on a vu des initiatives particulières dans ce secteur-là. Donc, on peut mettre des thématiques. Mais je trouvais que c'était vraiment très intéressant parce que moi, comme élu local, j'assume totalement d'instrumentaliser
l'appel à projet ESS parce que c'est une espèce de chalut. C'est-à-dire que moi, ça me permet, c'est un vrai outil de repérage. J'ai prétention à connaître les structures de mon territoire et pour autant, en fait, on ne vient pas toujours me voir pour des projets émergents. Et comme il y a ces catégories à développement, eh ben, je peux voir parfois par l'appel à projet de mon intercommunalité Plenco des projets sur ma ville que je ne connaissais pas. Je suis très attentif, je siège systématiquement en jury, ça me permet de faire mon marché, très concrètement, de dire ah bah ça c'est une structure qui est mûre, etc., sur telle commune du territoire. Et du coup, souvent, à la fin, je vais aller les voir, je vais récupérer leurs contacts pour leur demander, vu qu'ils se développent, s'ils ne veulent pas aller sur ma ville. Hein, c'est la même interco, voilà, c'est simple. Il y a des interlocuteurs en commun. Je me renseigne aussi parfois alors je ne siège pas, enfin, je ne participe pas aux revues de projets qui sont beaucoup plus larges. On a le double, le triple de projets que ce qui nous arrive en jury. On a la chance d'avoir la crème en tant qu'élu. Et souvent, je demande des contacts, mais je sais que les services de Plenco le font déjà, parce que ça permet aussi de repérer tout un tas de structures qui souvent ont été attirées par la lumière de l'appel à projet, du coup se manifestent, se font connaître. Alors ça, c'est très important, parce que c'est vraiment... voilà, il y a vraiment, c'est la lumière et on arrive, comme ça, on se fait connaître, d'identifier les structures des projets qui parfois sont lointains, seulement nous, comme élus municipal, le mandat, il est 6 ans. Effectivement, il faut assister à plusieurs jurys d'année en année pour avoir une vision un petit peu, puisque c'est jamais les mêmes et jamais tous les acteurs du territoire candidatent. Donc, on va avoir tous ceux qui là sont en phase de développement, tous ceux qui là sont en phase de coopération avec d'autres, tous ceux qui là sont en phase émergente. Mais c'est vrai que quand on vient régulièrement, eh ben, ça permet d'avoir effectivement un petit carnet d'adresses de l'ensemble des structures existant sur son territoire et en projet, mais également les structures mûres des collectivités à côté. Et franchement, moi, j'assume, je fais mon marché dans ces structures lauréates pour les attirer sur mon territoire. J'imagine que mon collègue confirmerait. Oui, je peux faire que confirmer avec Benjamin Noguier-Aubinet. Nous participions du jury la semaine dernière, donc Océane et Roux. Excuse-moi, Océane, je n'ai pas vu tellement je suis bureau en arrivant, donc je vais saluer autant. Occasion de parler, vous voyez, de ces rapports très importants d'échange entre les services et nous, élus municipaux. Il s'agit d'une compétence territoriale, mais on est là aussi pour mailler, pour aller voir ces échanges. On est en échange perpétuel entre les services de l'EPT, de Plenco et les services municipaux. Je pense que ce n'est pas Benjamin qui me contredira là-dessus. Alors, en effet, là, je voudrais rebondir sur un point pour ne pas reprendre ce que disaient et Océane et Benjamin. Est-ce que c'est des APP, les appels à projets qui vont permettre de repérer les structures émergentes? Oui et non. Parce que je vois, moi comme élu, je reçois beaucoup de personnes, ces structures émergentes, elles ne sont pas toujours en capacité. Tout très bête, l'accès au réseau numérique de la collectivité, le savoir-faire, etc. Certains sont des pros, il n'y a rien à dire, ils l'ont fait avant que vous sachiez que ça existe. Voilà, d'autres pas du tout. D'autres, il faut les relayer, les mettre en relation justement avec les services à Plenco, les appuyer, les accompagner. Et ça, c'est très important de savoir distinguer aussi. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont des pros dans le domaine de répondre à des appels à projets défendent les meilleurs projets. Hein. Pas du tout. Mais au contraire, je pense qu'il faut l'idée même d'appel à projet comme repérage suffisant, nécessaire certes, mais suffisant pour repérer les structures émergentes. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je crois au contraire qu'il faut être à l'écoute. Et alors là, pour le coup, je pense, je défends un peu ma crèmerie, c'est le rôle aussi d'un élu, peut-être plus qu'un technicien, on va le voir comme acteur du territoire, etc. On va demander, il faut être aussi dispo, savoir répondre à un mail, à un téléphone, prendre un rendez-vous, c'est aussi simple, mais pour certains assez compliqué. Mais cette disponibilité, cette écoute-là me paraît hyper intéressante, hyper nécessaire surtout pour pouvoir répondre aux structures émergentes. On connaît, alors ce que disait Océane et Roux là, à l'instant, c'est qu'en effet, il y a une certaine expérience d'une quinzaine d'années autour de cette foire des savoir-faire qui a lieu à Saint-Denis, où je suis responsable comme élu local. Donc, en effet, ça a été
le premier pôle d'attractivité, j'ai envie de dire, de l'ESS. Mais ça n'était qu'un début. Hein. Voilà. Après, il a fallu faire tout ce travail. Moi, je suis élu depuis 2 ans, mais en tout cas, depuis, il y en a encore d'autres. On devient, et c'est toute cette historique-là aussi, on devient, on le sait, territoire d'attractivité pour des nouvelles structures de SS. Mais en tout cas, il faut toujours être vigilant, être en veille perpétuelle. Et cette veille, elle est aussi bien des services que des élus. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être de passer tout de suite la parole à Henri Beck parce que je vois qu'il est déjà 6 h et sinon ce sera compliqué. Mais comme le disait Léo, il y aura ensuite un temps après 16h30 pour ceux qui le souhaitent pour poursuivre autour de ce sujet d'appel à projet parce que voilà, c'est effectivement un outil extrêmement important et intéressant. Et avec notamment l'appel à projet, mais aussi toute la question de l'instruction partagée collégiale. Voilà, je trouvais ça vraiment très... Et puis je reprends témoigner parce qu'en arrivant, vous avez discuté sur la dernière institution collégiale. Donc il y a vraiment cette dynamique sur le territoire. Mais voilà, si vous avez ensuite des questions autres, on pourra poursuivre les échanges. Henri, donc vous êtes travaillé au sein de Insereco, qui est un réseau départemental d'acteurs de l'insertion par l'activité économique, donc sur le département de la Seine-Saint-Denis, qui est un interlocuteur important, enfin à la fois du département et des collectivités du territoire. Est-ce que vous pouvez présenter la façon dont vous travaillez, à quelles questions vous répondez, comment, oui. Et puis peut-être en dézoommant un petit peu de la Seine-Saint-Denis juste indiquer qu'il y a des réseaux semblables dans d'autres territoires. Bonjour à tous, donc Henri Baille d'Insereco 93. Donc Insereco 93, c'est le réseau qui fédère toutes les structures d'insertion par l'activité économique. On en fédère 100. Vous pouvez le voir, le 93 est extrêmement dynamique puisqu'on a, je pense, sur toutes les prises de parole, on est les acteurs du 93. Donc, on n'est pas les plus mal lotis. C'est précieux pour nous parce qu'on a des partenaires, je m'en rendais déjà compte, mais de qualité. Et merci à la Crèce de me faire découvrir encore une fois cet après-midi. Alors effectivement, quel est le rôle d'un réseau? Le rôle d'un réseau, c'est d'être courroie de transmission d'informations. Donc nous, tous nos adhérents, on essaie de créer des coopérations, des mutualisations, enfin, voilà, tous ces grands mots, mais qui sont importants parce que nous, on connaît les acteurs, on sait de qui on parle, on sait quels sont les secteurs d'activité, on sait quelles sont leurs capacités. Et ça, pour un territoire, c'est extrêmement important parce qu'on va pouvoir faire remonter très, très rapidement, dès qu'il y aura des problématiques. En fait, les adhérents se servent d'Insereco parce qu'ils n'ont pas le temps de faire remonter toutes ces données. Ils se servent du réseau comme porte-voix de leurs problématiques. Donc, il y a une remontée de la base. Et puis, il y a aussi la demande des partenaires. Donc, par exemple, on avait parlé des problématiques de locaux. Je sais que vous travaillez sur les problématiques de locaux. Bah, moi, j'ai un fichier tout fait, le recensement des problématiques de locaux, et je peux envoyer à Océane très rapidement. Bah, voilà, telle structure, telle structure, telle structure. Et toi, tu fais suivre aux conseillers municipaux de l'île Saint-Denis qui a plein de locaux. Et du coup, voilà. Ça fonctionne. Après, on a beaucoup d'outils. Donc, on a une newsletter, ça a été évoqué. On a un site internet qui sert de marketplace. Donc, je pense d'ailleurs pour les techniciens, ça doit être utile. Vous rentrez directement, vous allez sur le site, vous rentrez directement au secteur d'activité et bam, vous avez toutes les structures qui sont affichées avec voilà, les contacts. Donc, vous pouvez faire votre sourcing. Après, si vous voulez un sourcing qualifié, effectivement, il y a l'équipe qui est à disposition. On a donc le référencement sur le site, un annuaire, on a une newsletter bien sûr, et puis après on travaille avec les services à sensibiliser les élus sur l'IAE. Donc ça, on peut avoir des demandes. On a des exercices qui sont intéressants, je pense à Élodie Coutelier par exemple, qui rassemble tous les référents SS de ces villes et qui fait intervenir tous les réseaux pour présentation des offres de services. Donc, la dernière fois, c'était France Active ESS 2024 qui ont présenté voilà, tous les outils. Et la prochaine fois, ça sera Insereco et la FOL 93. On a aussi une chance sur le 93, c'est qu'il y a une très bonne entente entre les différents réseaux. Donc, nous, on a le réseau de l'IAE, mais si on a un problème de financement, on va se tourner directement vers France Active.
Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais sur les revues de projet, c'est très important parce que c'est à ce moment-là qu'on se croise, qu'effectivement, il y a ces moments informels, il y a aussi les nouvelles têtes parce qu'on est sur des secteurs où il y a beaucoup de turnover, donc on se rend compte, ah tiens, tout d'un coup, Aubervilliers a un référent ESS, je ne le connaissais pas, bah, je vais le voir sur telle structure, ah tiens, France Active a sorti un nouvel outil, c'était sorti de mon scope parce qu'on est tous le nez dans le guidon, ah, c'est vachement intéressant pour... donc, le réseau, voilà, il sert à la fois pour nous, on se sert en fait des collectivités pour tout notre plaidoyer. On a un problème de sourcing, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Il y a une direction emploi public, on peut faire justement un job dating, un forum. Et en même temps, on est un outil pour vous, pour la remontée des problèmes, pour l'identification des porteurs de projets. On accompagne les porteurs de projets à créer leur structure d'insertion par l'activité économique. Première chose qu'on leur dit, allez voir votre territoire. Allez voir votre territoire, il faut absolument se faire connaître des services, il faut se faire connaître des services de direction ESS, mais aussi de la direction emploi-insertion. Donc, on sert aussi de rôle, de lien entre les différentes directions. Parce que des fois, le lien n'est pas toujours fait au sein même de la collectivité. Donc, ça c'est peut-être un point à relever. Ouais. C'est que c'est pas toujours évident. On voit bien que les directions travaillent par silo et des fois les informations ne communiquent pas du tout entre elles. Donc ça, il faut faire tout ce travail de sensibilisation, d'acculturation à l'IAE qui a recommencé en permanence. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement. Ça va peut-être susciter des questions. Juste si tu peux préciser, comment est-ce que les collectivités ont pu soutenir un CERECO pour que ça se structure et que éventuellement ça se développe, ou alors peut-être c'est arrivé tout seul? C'est arrivé tout seul. Non, c'est aussi grâce aux collectivités. Donc, on a un réseau qui est né en 2006. On a un réseau qui, d'ailleurs, commence juste à l'échelle de Plaine-Côte. Et après, s'élargit sur le 93. Et là, c'est une volonté vraiment des dirigeants des structures d'insertion par activité économique de porter une voix commune et d'avoir une voix politique, une voix indépendante. Parce que comme on est financé en grande partie par la Driette, par l'État, par le CD, par les collectivités, voilà, il y a tout ce travail aussi. Il faut porter son point de vue. Mais qui nous finance, évidemment, c'est le CD, c'est les collectivités, c'est la Driette. Donc, c'est vraiment un travail partenarial. En fait, on est tous raccrochés les uns aux autres. Et donc, nous, on travaille par exemple appel à projet ESS de paritaire d'envol. On relie l'information, on va participer à la revue de projet, on fait remonter les problématiques des structures. On pousse les structures qui n'en ont pas eu connaissance à répondre. On pousse même les structures qui sont réticentes à y répondre pour y aller. Donc oui, on est largement soutenu par les collectivités. On a une convention avec les 4 PT, on a une convention avec le CD, on a une convention avec les différentes directions de l'État qui nous concernent. Et on a aussi, voilà, ce rôle-là, on a aussi des adhésions. Donc nos adhérents attendent de nous aussi de services. Donc, il y a un jeu là à faire, mais c'est en toute transparence et c'est bienveillant. On va tous dans le même sens. Hein. Merci. Et il y a peut-être un point, en tout cas moi vu de l'extérieur, parce que voilà, on est un réseau national basé à Lille, donc on ne connaît pas dans le détail de France, mais par rapport au 93 et au rôle d'un CERECO, il y a vraiment une dimension qui me semble importante, c'est que les collectivités poussent aussi à la coopération entre les structures. Et ce que tu indiquais sur le fait qu'il y a un volet coopération, le département du 93 a aussi poussé à la coopération. Et parfois, certains, notamment appels à projets, quand on n'est pas sur des appels d'offres carrément, il y a une mise en concurrence en fait des structures et un sous-financement des réseaux. Et donc une difficulté pour les réseaux à jouer ce rôle que vous jouez sur le 93. Et pour nous, ça fait partie des éléments de plaidoyer important du RTES, c'est que ces réseaux ont un rôle important pour les collectivités. Donc déjà, que voilà, en termes de financement, que les collectivités peuvent être un support financier, mais aussi que dans les pratiques des collectivités, les pratiques via les appels à projets, via les marchés publics, avec le social, on peut aussi favoriser la coopération entre acteurs dans les façons la rédaction même des appels à projets ou des marchés. Oui, alors on m'a dit de ne pas parler de commande publique, donc moi je suis là-dessus, mais c'est
Dans le cadre effectivement de marché public, il y a une incitation à la coopération entre structures et que voilà, votre réseau joue aussi le rôle d'aider les structures à répondre et y répondre ensemble. Non, mais c'est important, c'est important de le noter. Effectivement, c'est aussi le rôle d'un Cereco de créer des groupes momentanés d'entreprises, de créer de la co-traitance, d'aller sur des marchés en tant que sous-traitant, mais aussi en tant que soumissionnaire. Et ça, c'est important. C'était un gros travail déjà de faire comprendre aux SIAE que c'était des acteurs économiques qui étaient en capacité de répondre à des marchés publics, que de toute façon, il y avait de moins en moins de subventions. Donc, il fallait se développer, il fallait comprendre comment ça fonctionnait. Donc, ça, il y avait vraiment un travail d'acculturation des acteurs sur le territoire. Puis après, faire comprendre au grand public qu'il y a des outils tels que les marchés réservés, les clauses sociales, les critères d'attribution. Il y a des nouvelles lois qui, voilà, on n'est plus seulement sur la note du prix, sur la seule considération du prix. Il y a aussi d'autres critères qui peuvent être mis en avant. Donc voilà, il faut les aider aussi à comprendre ces outils, à comment les mettre en place, qu'on comprend bien qu'aussi elles ont beaucoup de boulot. Mais nous, on est là pour ça. Donc ça, c'est vraiment le rôle d'un réseau. Et si je me permets juste de citer rapidement les réseaux parce que oui, dans les autres départements. Ils ne connaissent pas forcément. Donc on a dans le 94 RIAE. Dans le 95, on a Voix 95. Dans le 91, on a Acteson. Dans le 77, on a Synacté, ça a été évoqué tout à l'heure. On a dans les Hauts-de-Seine, on a personne et on a personne dans les Yvelines. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être impulsé par les collectivités. Est-ce que c'est des réseaux que vous connaissiez tous? Et qui connaissait ces réseaux à l'échelle départementale? Enfin, les réseaux de votre territoire. Les réseaux directs de votre territoire? Elodie, je ne connaissais pas alors. D'accord. Au niveau du département, il y a sur le 92, il y a Activity. Oui. Mais sinon, on est un peu laissé à l'abandon. Ouais, Activity sur 78 et 92, effectivement, joue un peu le rôle de réseau, même si ce n'est pas là un réseau du même type qu'un Cereco 93, parce qu'Activity, ce n'est pas un réseau de structure. C'est un réseau qui au départ est créé par, enfin c'est pas un réseau, en fait c'est une agence du département du 78, voilà. Donc et maintenant qui est en train de fusionner, donc voilà. Juste peut-être, enfin je sais pas s'il y a des interventions, mais peut-être pour un peu aussi regrouper les informations qu'on vous a données là dans cette rencontre avant qu'on doive un peu clôturer. Je voudrais relister un petit peu les leviers qu'on vous a présentés et peut-être certains qu'on ne vous a pas présentés. On vous a présenté longuement le levier des diagnostics, ça j'y reviens pas. On vous a présenté du coup via l'exemple de Pleine Commune le levier des appels à projets qui est quand même assez important à la fois pour soutenir l'ESS et pour par agrégation avoir une connaissance un petit peu plus fine des acteurs. On vous a cité l'angle réseau. Et c'est vrai que vous, en tant que collectivité, alors vous n'êtes pas toujours positionné d'une manière qui vous permet de créer vous-même des réseaux, mais vous êtes un point d'entrée qui vous permet de les mettre en relation aussi entre eux. Et ça, c'est important. À l'échelle départementale, c'est évidemment possible. À l'échelle intercommunale, c'est évidemment possible. À l'échelle communale, c'est plus compliqué parce que c'est une échelle plus faible. Mais vous avez la possibilité de se faire rencontrer les acteurs de votre territoire et ça, c'est extrêmement puissant pour déployer des politiques ESS. Et il y a un dernier volet qu'on n'a pas forcément évoqué, ça va être le volet un peu de l'événementiel, des différents temps forts que vous pouvez impulser. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un mois de l'ESS qui est lancé dans 1 heure. Ça fait partie des outils aussi à votre disposition pour connaître vos acteurs et aussi vous faire connaître des acteurs. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mobiliser. Voilà, donc avec tous ces leviers-là, toutes ces choses-là, en fait, vous avez des items que vous pouvez placer dans une feuille de route. C'est typiquement ce qu'on retrouve dans beaucoup de feuilles de route.
toutes ces actions-là et les objectifs de long terme que vous fixez après dans vos feuilles de route, souvent, ces outils-là vous permettent de les atteindre. Donc voilà, n'hésitez pas après, si vous souhaitez des précisions, à nous poser des questions pour qu'on puisse aussi vous détailler les différents leviers. Et si vous avez des questions opérationnelles sur votre territoire, sur comment est-ce que sur mon territoire en particulier, on peut mettre en place ça, là aussi, on peut peut-être avoir des réponses à vous donner. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu indiques sur les leviers. Alors, dans le cadre d'un kit que l'on a fait réaliser à l'occasion des élections municipales il y a 2 ans, on a un certain nombre de fiches à destination des collectivités. Et justement, la première fiche levier après la présentation de ce qu'est l'ESS, du lien avec les compétences de la collectivité et de l'intérêt pour les collectivités de travailler sur l'ESS. La première fiche est justement sur reconnaître et mobiliser les acteurs de mon territoire, donc avec les leviers que Léo a rappelé tout à l'heure. Je voulais juste peut-être ajouter un levier qui est important, c'est la mobilisation, le fait de communiquer sur les structures ESS de vos territoires, par exemple, dans les journaux municipaux, sur le site internet de la collectivité, à l'occasion, alors vous avez la chance en Ile-de-France d'avoir souvent des visites ministérielles, mais il y a une collectivité qui me disait, moi chaque fois j'ai une visite ministérielle sur le territoire, j'essaie de mobiliser les acteurs de l'ESS pour les contribuer à les faire connaître. Donc il y a vraiment un rôle aussi important des collectivités pour faire connaître les acteurs du territoire et les mobiliser. Donc cette fiche, vous l'avez à disposition ici, elle a été envoyée par mail, et simplement on est en train aujourd'hui d'actualiser notre kit municipal pour en faire un kit commune et intercommunalité, puisqu'il est épuisé et puis il y a des éléments nouveaux. Si vous avez, n'hésitez pas, en tout cas pour les collectivités adhérentes, à nous faire connaître ce que vous faites, que ce soit sur cette dimension ou sur les autres dimensions, pour qu'on puisse les intégrer dans ce kit. Et puis, on déclinera la fiche à l'échelle de la région Île-de-France, donc avec une coproduction CRES, AMIF, RTES, dans le cadre du club des collectivités. Voilà, pour avoir cette fiche qui est très synthétique, mais qui reprend quelques leviers avec quelques illustrations qu'on pourra donc décliner en Île-de-France. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 dernières questions dans la salle ou à distance, en sachant que donc voilà, il pourrait y avoir un temps après. Alors moi en fait je suis désolée parce que je dois y aller pour aller au lancement du mois de l'ESS, mais peut-être simplement un dernier mot. Ouais. Je pensais à juste un élément aussi. Bien sûr, on a cette instruction partagée côté appel à projet ESS, mais on se mobilise nous également. Et ça, je pense que c'est un point important aussi de découverte de projet et toujours pareil de tissage de liens. On se mobilise sur l'instruction ou d'autres, et notamment dans les réseaux de l'accompagnement. Il y a alors le dispositif émergent, enfin l'incubateur émergence de France Active. On fait partie du jury. On fait il y a des nombreux temps et comme ça aussi, qui permettent d'échanger, d'en savoir plus sur des projets qui ne seraient pas forcément dans notre scope à la base. Donc ça aussi, je pense que c'est intéressant de donner du temps là-dessus. Et un truc, là, c'est une anecdote. Ça ne concerne pas notre appel à projet, mais c'était passé par un appel à projet c'est un acteur de Saint-Denis, donc de la ville de Saint-Denis, qui est un acteur, c'est une épicerie autogérée, plutôt libertaire. Donc, autant vous dire que ce n'est pas ceux qui vont répondre à des appels à projets, et même ce n'est pas du tout leur manière de se développer, d'envisager même c'est une structure qui mène sa barque de manière autonome, mais quand même, ils étaient preneurs ils ne comprenaient pas pourquoi on ne les connaissait pas, ils n'étaient pas invités dans les temps, en gros, ils n'étaient justement pas repérés. Et un jour, quelqu'un leur a dit, écoutez, c'est parce que peut-être justement les techniciens ne vous connaissent pas parce que vous ne répondez pas aux appels à projets. Et du coup, ils ont répondu. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais ils ont fait ça. Je trouve ça c'est dire quand même que c'est assez parlant. Rien que pour être maintenant dans le réseau, ils ont fait une réponse, mais ils ont demandé 0. Ils ont répondu à projet en demandant 0 juste pour être repérés par les services. Voilà. C'est la de l'université, de l'UNICOP de l'université. Oui. Est-ce qu'il y a des interventions encore?
Bonjour, Jean-Pierre Perret, de Châtillon 92. Nous, c'est un peu dans la même situation que mes collègues. On est une nouvelle municipalité, une nouvelle majorité, donc on arrive rien, on n'a pas de service, j'ai pas d'agent. Donc, c'est très, très compliqué d'avancer. Lorsque je vais dans des réunions comme celle-ci, j'ai l'impression d'avoir fait le Louvre, avoir plein de choses intéressantes, mais quand je ressors, je ne me rappelle plus rien. Et voilà, il pourrait être une procédure plus simple. Et le SS est tellement vague, finalement, que du coup, on s'y perd un peu et on n'avance pas très vite. En tout cas, moi, je suis quand même assez impatient malgré tout, et je trouve que ça n'avance pas du tout. Alors, on a quand même fait des choses, parce qu'on a une AMAP maintenant, on a, face à la métropole, orienté les appels, les projets, les appels d'offres de façon à que les entreprises de SS puissent répondre. Mais en fait, il s'avère qu'il y a souvent maximum deux structures qui répondent. Et finalement, les critères qu'on peut mettre dans les appels d'offres ne servent pas finalement à grand-chose parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de réponses. Alors, est-ce que c'est une question de périmètre? Est-ce que, voilà, on ne sait pas très bien comment prendre le projet. Moi, c'est le constat, ce n'est pas forcément ma question, mais moi, il y a une question qui se pose, surtout vis-à-vis de ce qu'a dit notre ministre de l'ESS il y a dernièrement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a interpellé. Je l'ai compris comme ça, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en gros, qu'il fallait que toutes les entreprises deviennent entreprises de l'ESS. Et quelque part, c'était un peu une façon de faire progresser de façon volontaire l'ensemble des entreprises vers des critères qu'on puisse définir comme au minimum l'ESS, etc. Bon. J'ai pris ça un peu au pied de la lettre, je suis désolé, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. Et je me suis dit, mais pourquoi dans une ville comme la mienne, où même s'il y a 40 000 habitants, finalement, il n'y a pas énormément d'entreprises concernées, on n'a pas de locaux déjà, de livres, on n'a pas des fraîches industrielles à remplir. Donc, du coup, on a beaucoup de mal quelque part à aider les entreprises de l'ESS. Pourquoi transformerions-nous pas les entreprises actuelles en entreprises de l'ESS avec une éducation, avec des critères, etc. Et là-dessus, je suis un peu, je n'ai pas encore trouvé vraiment de structure qui puisse m'aider là-dessus, de la transformation des structures actuelles, même des commerçants. Alors, je crois que M. Voisin l'a dit un peu tout à l'heure, moi je le dis souvent, c'est que c'est un peu comme M. Jourdan, beaucoup de sont de l'ESS sans le savoir. Et bien, quelque part, j'aimerais qu'on puisse avoir une sorte d'aide, nous, élus, qu'on puisse faire des réunions avec les commerçants, avec les petites entreprises, pour qu'on puisse leur dire, ben voilà, si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça, et bien là, vous pouvez rentrer dans un cadre ESS, vous pouvez répondre à des critères d'appel d'offres, et ça vous permet d'arriver finalement assez facilement pour entrer dans des critères. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est une grosse entreprise, c'est pas évident de problèmes de dividendes, de problèmes de hausse de salaire entre le plus haut et le plus bas, c'est des freins énormes, mais quand c'est le toucher du point, c'est beaucoup plus facile. Et là-dessus, eh ben, les commerçants, mais aussi les entreprises n'ont aucune idée, et moi non plus, de savoir comment, la procédure A, B, C, pour arriver à ce genre de transformation de la société qui me semble est dans l'air du temps aujourd'hui. Alors ça, je vous invite aussi à vous rapprocher de ma collègue Jeanne, qui est derrière vous, qui peut accompagner les villes et qui accompagne, je crois que vous êtes dans l'EPT Versailles, Vallée Sud Grand Paris, je confonds tout le temps. Parce qu'il y a un V, Vallée Sud Grand Paris, où on est en accompagnement en ce moment de l'EPT sur la démarche ESS. Et bon, après, je pense qu'on serait tous d'accord que si l'ensemble de l'économie avait une gouvernance démocratique, une lucrativité limitée et un objet social, c'est-à-dire l'objectif premier de la structure ne serait pas de faire du profit, ça serait assez intéressant.
Et je crois par contre qu'on y est. Enfin, c'est pas trop réaliste, en tout cas dans le cadre du mandat. Je crois, en plus, c'est pas trop l'orientation générale. Après, à l'échelle de votre ville, effectivement, vous avez un certain nombre d'outils pour renforcer ce type de posture-là. Sur les commerçants, typiquement, il y a des démarches assez intéressantes de cycle de centre-ville qui sont des coopératives qui vont réunir en fait les commerçants des centres-villes. Et c'est des outils assez intéressants de coopération locale. Donc ça, c'est des choses qui sont accompagnées en partie par l'URSSCOP et Commerçants de France, l'Association des commerçants de France. Et puis après, vous avez l'agrément ESUS qui est possible de la demander pour des entreprises classiques, mais là, c'est toujours compliqué pour des entreprises parce que la question qui se pose toujours, c'est celle de la propriété et la plupart du temps, les entreprises classiques ont quand même cet enjeu-là d'avoir un propriétaire et qui ne souhaite pas forcément abandonner son retour sur investissement. Donc, il y a toujours ce blocage-là qui peut émerger, mais il y a toujours aussi des transformations coopératives qui existent et des accompagnements qui peuvent exister là-dessus. Je ne sais plus exactement qui peut accompagner là-dessus, mais Jeanne, si on peut donner le micro. Donc, merci pour Si vous voulez ajouter des trucs, vous me passez. Projet au sein lequel ils sont en train de proposer un dispositif d'accompagnement du porteur de projet ESS. Donc là, en l'occurrence, pendant le mois de l'ESS, il va y avoir plusieurs événements autour de l'accompagnement et du financement du projet. Donc je pourrais vous en dire plus justement sur le contenu et sur les taxes, donc si ça vous intéresse. Et en effet, eux, ils ont déjà aussi un dispositif à l'intérieur de cet incubateur qui est l'incubateur, je me rappelle, de BSVP, c'est la maison des entrepreneurs, alors je crois que c'est une réunion tous les trimestres, a priori, sur la transformation en scope ou en cycle, ou la création d'une entreprise en scope ou en cycle. Donc, ils ont aussi des réunions d'infos sur tout ça. Et vraiment, pour l'info, est censé ruisseler au sein des villes depuis le PT, c'est toujours le cas. Donc n'hésitez bien volontiers pour qu'on échange sur tout ça, parce qu'on avance la démarche avec eux, donc il va y avoir une mobilisation des villes et des élus qui ont été élus les services. Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations, commentaires ou anecdotes? Moi, je vais juste, mais c'est sur cette question du travail avec en gros, les TPE, PME, les commerçants, voilà. C'est vrai que dans le cadre de l'appel à projet, là, on se contraint au cadre légal de définition de l'ESS. En revanche, dans le travail au quotidien, alors bien sûr, la grande majorité des acteurs qu'on va être amenés à accompagner sont des structures effectivement légalement ESS, mais franchement, on ne s'interdit vraiment pas d'inclure dans tous ces temps de travail collectif ou autres des structures qui ne le sont pas. Il y a notamment des indépendants également qui souvent font un travail très proche voilà, je pense moi à plein de traiteurs locaux qui ont un statut qui n'est pas du tout... qui ont un statut. Il y a un statut qui n'est pas, ce sont des entreprises classiques, mais qui travaillent de terrain, comme vous disiez, qui est totalement, voilà, et qui ont même une manière d'entreprendre qui est en réalité déjà très proche. Donc ça, je pense qu'il y a une souplesse aussi à avoir nous, dans l'accompagnement et dans ce périmètre qu'on fait, il y a des temps nécessaires de rencontres et de travail élargi, on va dire, à différents types d'acteurs. Nous, on a un outil, un biais, c'est l'achat responsable. C'est-à-dire qu'on fait découvrir les SIE en disant aux entreprises classiques, venez acheter local, venez acheter développement durable, c'est bon pour votre RSE, c'est bon. Mais on essaye aussi de capter le regard des TPE-PME. Et là, du coup, je vais me faire un peu de la pub, mais le 6 décembre, j'en profite. Le 6 décembre, on a le salon des achats responsables du 93 qu'on fait à la Cité Fertile de Pantin sur une matinée. On rassemble toutes les SIE et on est en train d'essayer de choper les contacts qualifiés de toutes les entreprises du territoire pour faire venir tous ces acteurs économiques qui découvrent aussi ces structures, mais aussi qui découvrent
ce que c'est l'ESS, ce que c'est l'IAE, ça peut les intéresser. Il y en a plein qui vont repartir en se disant « Ah, mais c'est un modèle économique qui est vachement intéressant. » En fait, j'en fais déjà parce qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté, mais moi, j'ai cette fibre-là. C'est déjà arrivé que lors de ces salons, il y a des personnes qui sont revenues vers nous pour comprendre ce qu'était l'IAE. Alors, ça ne correspond pas toujours, mais effectivement, il y a ESUS, il y a l'entreprise à mission, il y a des choses un petit peu plus... C'est pas de l'ESS. Oui. Voilà. Mais bon, le 6 décembre à Pantin, le salon des achats responsables, le premier salon des achats responsables départemental de France, s'il vous plaît. Oui, je rebondis parce que, comme on est les collectivités franciliennes, je pense qu'il y a aussi un plaidoyer, mais pour ceux qui s'en souviennent, la région Île-de-France, pas cette majorité-là, la précédente, mais du coup la majorité actuelle peut toujours en prendre de la graine. Par exemple, finançait, alors c'était un ticket quasi forfaitaire, les transformations d'entreprises de toute forme, sous forme de SIC ou de SCOP. Donc c'était une aide qui était fournie à l'entreprise, mais également une aide au réseau Euroscope pour accompagner l'entreprise dans sa démarche. Donc, c'était attractif parce que l'accompagnement était financé, mais l'entreprise avait également une aide et voir avec des réseaux financeurs, comme France Active qui le fédère encore, il y avait aussi moyen de débloquer des financements pour que les salariés en fait, puissent racheter des parts de leur boîte, puisqu'il y a, comme Léo disait, il y a aussi un enjeu de transmission de pouvoir et de patrimoine, ce qui est un enjeu solide. Une façon de SSIser l'économie sur nos territoires, comme c'est dit par Henri, c'est aussi pour nos collectivités de SSIser nos fournisseurs. Là, je prends ma casquette, le GIP Maximilien qui s'occupe des achats responsables au niveau de la région Île-de-France. Mais c'est vrai qu'on peut avoir, je travaille d'avoir un groupe de travail, 5 minutes, ça peut pour voir comment est-ce qu'on peut relancer une démarche de SSIsation des entreprises de nos territoires, peut-être pas tous d'un coup comme ça, parce que c'est comme les listes, on va demander une liste à la CCI, des boîtes qui sont disposées à se transformer, mais je pense qu'il y a des initiatives, quand on parle, j'ai plus confiance dans nos capacités sur nos territoires, mais aussi dans notre sincérité sur nos territoires de proximité pour ESSiser nos entreprises sur le territoire que d'attendre que ça vienne effectivement de l'État et du niveau national, puisque s'il y avait une vraie vocation de SSI du territoire, on le verrait à travers les aides publiques, un récent rapport qui dévoile les montants d'aide publique à l'économie classique par rapport à l'ESS. S'il y avait une volonté de SSIser, on le verrait à travers des outils comme ça, mais je propose aux bonnes volontés de travailler déjà sur la région de France. Il y a un point qu'évoquait M. Ferré qui est assez important, donc je ne voudrais pas non plus ne pas y répondre, c'est la question du temps de travail dans la collectivité. Quand une collectivité, ça on avait fait une étude pour la métropole du Grand Paris sur les politiques locales ESS, une des conclusions de cette étude, vous allez me dire c'est évident, mais en fait il fallait quand même l'objectiver, c'était que quand il y avait du temps de travail alloué à l'ESS dans une collectivité, en fait, la politique ESS était beaucoup plus développée et les effets se ressentaient en fait, sur le territoire. Donc forcément, quand il n'y a pas les moyens dans une collectivité, souvent dans les villes, c'est plus difficile d'avoir une personne qui va allouer du temps pour développer cette connaissance des acteurs, tout ce qu'on vous a listé, tous ces leviers-là, en fait, c'est aussi du temps de travail. Hein. C'est sûr que ce n'est pas un élu tout seul qui va pouvoir faire ça sur son temps presque bénévole. C'est un peu… Là, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui doit nécessairement avoir de la masse salariale à un moment pour vraiment fonctionner. Et ça, c'est sûr qu'à l'échelle d'une ville, c'est plus compliqué. Mais vous avez aussi l'outil des intercommunalités qui est assez intéressant là-dessus, puisque là, il y a une échelle qui, d'une part, est assez intéressante parce qu'il y a un volume d'acteurs suffisant pour créer des coopérations, pour véritablement avoir des réseaux locaux, mais vous avez aussi un peu plus de moyens et des moyens suffisants pour avoir un peu de masse salariale au minimum sur l'ESS. Donc là, c'est aussi un paramètre. Bon, effectivement, toute ambition sur l'ESS doit forcément s'accompagner de moyens. Autrement,
bon, ça reste quand même pas mal sur du discours. C'est sûr qu'en début de mandat et tout ça, c'est difficile de déjà déployer des moyens directement. Mais c'est sûr que voilà, quand il y a une ambition sur l'ESS, il faut trouver les moyens, soit directement dans la collectivité, soit par la coopération avec d'autres collectivités, donc via les intercommunalités. Ça peut aussi être les départements. Enfin, si on prend l'exemple de la Seine-Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis a quand même aussi une politique avec pas mal d'antériorité sur l'ESS, sur le soutien à l'ESS, le soutien au réseau, les appels à projets, enfin bon, voilà, tous les leviers qu'on vous a listés dans cette rencontre. Est-ce qu'il y a encore quelques réactions? On peut encore en prendre une ou deux si vous le souhaitez. Sinon, on peut passer à des échanges un peu plus informels et clore cette réunion. Et ben, du coup, je vous remercie d'avoir assisté à cette rencontre du Club des collectivités. Et évidemment, n'hésitez pas, si vous souhaitez échanger après la réunion, pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et je vous renvoie aussi pour la connaissance de l'état de l'ESS aujourd'hui à la dernière publication de l'Observatoire, qui est une note de conjoncture qui est parue il y a quelques semaines. N'hésitez pas à aller la consulter. Vous avez quelques résultats intéressants, notamment en Seine-Saint-Denis d'ailleurs. Mais il y a des tendances départementales qui vous sont présentées sur les dernières évolutions post-confinement. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous et du coup, à bientôt. Merci.